Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique et politique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie en Amérique latine. On va voir les démocraties, on va voir leur démocratisation, leur institution, leur vie politique. Et on va parler aussi du vote et de la féminisation. Alors, c'est parti! Architecture institutionnelle avec des régimes présidentiels calqués sur les États-Unis, mais une vie partisane plus fragmentée, avec une diversité des pratiques électorales. Le vote est obligatoire ou pas, et Cuba c'est autoritaire. Alors la démocratisation, dans les années 1820, on a l'indépendance et le républicanisme représentatif. Les élites politiques essayent d'instaurer des républiques représentatives pour rompre avec le système colonial. En général, va se développer le clientélisme et un pouvoir qui s'appuie sur des relations verticales sur les propriétaires de terres. Le caudillisme, moment des indépendances, des grosses questions territoriales restent et il y a des clivages aussi entre les libéraux et les conservateurs. Alors on a des régimes présidentiels. L'exécutif uni, républicain, avec pas de premier ministre, sauf au Brésil où on a un empire esclavagiste jusqu'en 1899. Un présidentialisme plus un caudillisme local qui est favorisé par le fédéralisme. Le président a plus de pouvoir qu'aux États-Unis, par exemple. Le caudillisme local amoindrit la présidentialisation. Une démocratisation non linéaire, avec des phases autoritaires variables selon les pays. Dans les années 20-40, on a des interventions militaires. Les années 1940-50, on a un populisme avec un leader charismatique qui va critiquer les corps intermédiaires. Le caudillisme moderne se greffe sur des régimes dictatoriaux. On a des réformes sociales, comme le Brésil de Vargas ou l'Argentine de Perón, avec une clientèle d'ouvriers délaissés, des campagnes qui connaissent l'exode rural et la question de la justice sociale. Au Mexique, on a le Parti révolutionnaire institutionnel, 1910-1920, on a une révolution, et ce parti-là va être au pouvoir jusqu'en 2012, il va être au pouvoir pendant plus de 90 ans. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un court moment de démocratie avec des agitations révolutionnaires qui justifient des coups d'état militaires pour éviter les communistes. Stratégie d'endiguement. L'armée a un grand rôle et va séduire l'électorat. Pinochet représente ça. Dans les années 1980, il y a une nouvelle démocratisation avec une montée des attentes des classes moyennes, une érosion de la légitimité des dictateurs, qui est liée au fait qu'il n'y a plus la menace communiste en mode « c'est moi ou c'est les vilains communistes ». Il y a la crise de la dette et un changement d'attitude des États-Unis parce que à un moment on ne peut plus soutenir les dictateurs pour mettre en pièces l'influence de l'URSS si l'URSS n'existe plus. Donc il y a des transitions programmées et pactées. En Amérique centrale, ça peut être des transitions assez violentes, par exemple la guerre civile au Nicaragua entre 1979 et 1990. Alors, maintenant, on va vous parler un petit peu des institutions et partis politiques. La démocratisation des années 1980, c'est des régimes présidentiels. Le président est élu au suffrage universel direct, à scrutin majoritaire à 2 tours, des mandats de 4 à 6 ans, un pouvoir accru avec l'initiative des lois, par exemple au Brésil. Congrès national, c'est Chambre des députés plus Sénat dans un pays fédéral. Au Brésil, l'Assemblée est éclatée, un présidentialisme de coalition. Le parti de Bolsonaro n'avait qu'un député en 2014, il en a 52 aujourd'hui. Tout est question d'alliance. Il y a aussi beaucoup de contre-pouvoirs. C'est pour ça que Bolsonaro les critique, c'est normal. Vous avez vu les contre-pouvoirs, ils me gênent de faire mon boulot. C'est sa rhétorique, comme ça le dédouane s'il ne peut pas agir. Il y a des clivages difformes. Il y a le rôle du fédéralisme aussi, qui est un contre-pouvoir local, ce qui ferait peut-être du bien à la démocratie en France, parce que quand même l'omnipotence de Paris c'est quand même problématique. C'est des démocraties récentes. Il y a la question des politiques menées. Il y a aussi l'alternance, la corruption. Et il y a des forces politiques nouvelles qui arrivent dans les années 80-90. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui traversent la politique en Amérique latine. Alors la démocratie dans les années 2000, c'est le tournant à gauche. Il y a des figures opposées au consensus de Washington. Sur le tout libéral, une démocratie de marché, un consensus politique et économique. C'est remis en cause par Hugo Chavez et Evo Morales. C'est des figures assez différentes, les deux, mais ce sont quand même deux grandes figures. Les deux sont des figures du milieu indigène. Le deuxième est une figure du milieu indigéniste. Chavez est un militaire. Il y a un tournant idéologique et des mécaniques référendaires pour conforter l'autorité du chef, une responsabilité verticale entre le peuple et le chef, et une faible séparation des pouvoirs et des faibles responsabilités horizontales. L'idée que le député est plus responsable au niveau du chef. Faut pas oublier ça. Très important, c'est-à-dire c'est le chef qui cause au peuple. Voilà. Il y a un phénomène des outsiders.
l'accès de leaders politiques issus de fiefs locaux, de syndicats, de mouvements d'opinion. C'était pas prévu qu'ils arrivent au pouvoir. Ils se situent plus à gauche avec... Mais il y a aussi des gars d'idéologie plutôt à droite. Hein. Un populisme qui vient du caudillisme avec deux formes de droite. Menem en Argentine entre 89 et 99 et Fujimori au Pérou entre les années 90 et 2000. Hein, dans un consensus de Washington. Ces mecs-là étaient très libéraux. Le deuxième est un universitaire d'origine japonaise. Mais il y a quand même une grosse répression et un centralisme. Il y a aussi un néopopulisme de gauche avec Hugo Chavez, Evo Morales, qui valorise la classe populaire et l'anti-américanisme. Depuis, il y a eu 15 élections et un tournant à droite avec plus conservateur, mais il faut être dans la nuance. Il y a une montée aussi un petit peu d'un extrémisme, c'est un virage très conservateur, mais c'est pas homogène, c'est différent selon les pays. Il y a des oppositions internes et sociales, donc voilà. Politiquement, il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a un tournant peut-être plus conservateur, parce que peut-être que les politiques de gauche ont déçu les gens, et donc il y a un tournant à droite. Puis quand les politiques de droite vont décevoir les gens, ça va repartir à gauche, parce que c'est assez, assez binaire. Vote et féminisation. Alors, il y a un élargissement du droit de vote. Il y a le suffrage universel masculin en Argentine en 1912, le suffrage universel en Équateur en 1929 et au Paraguay en 1961. Les analphabètes ont le droit de vote car il n'y a plus de vote avec la capacité, comme en Colombie à partir de 1936, au Venezuela en 1947, au Brésil en 1985. Il y a la majorité à 16 ans, à Cuba, au Nicaragua, en Équateur, au Brésil et en Argentine depuis 2013. Les ressortissants étrangers ont le droit de vote au Mexique depuis 2006 et le vote est obligatoire en Argentine, en Bolivie, au Costa Rica et au Brésil. Une participation assez forte aux élections, un peu plus faible aux législatives car c'est présidentiel, mais on reste à 60%, mais il y a quand même ça commence à arriver un petit peu comme partout dans le monde à désenchantement et une baisse. Il y a aussi la présence des femmes en politique. Au début des années 90, c'était 10% dans les parlements, 23% aujourd'hui, avec énormément de disparités, notamment à Cuba, c'est 50%. Ils ont mis des lois, c'est 50%. Dans plusieurs États, on va mettre des quotas obligatoires et facultatifs, donc ça varie entre 20 et 40%. Au Brésil, en 1997, on avait 30%. Il y a aussi un panel de femmes qui ont été présidentes. Bachelet, 2006-2010, 2014-2018 au Chili, Dilma Rousseff. Il y a une féminisation du politique qui se traduit par... malheureusement, qui ne se traduit pas par un développement du droit des femmes, notamment sur la question de l'avortement lié au rôle de l'Église. En conclusion, la politique en Amérique latine répond à des logiques un petit peu particulières liées au fédéralisme, liées à la question de la terre, mais aussi à l'histoire de ces pays qui ont été colonisés avant-hier, qui se sont devenus indépendants hier et qui aujourd'hui doivent vivre dans un monde globalisé avec, sur le même continent qu'eux, l'ogre américain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!